Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ABC Talk, la première chaîne du bien-être et du développement personnel. Je suis ravie d'entamer ma deuxième saison avec l'émission Danser sa vie et je voulais vous remercier parce que vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, à nous témoigner vos encouragements et vraiment au nom de toute l'équipe, je tiens à vous dire un grand merci parce que sans vous, tout ça n'existerait pas. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un expert, un des rares experts d'un sujet qui, soyons clairs, est encore un peu tabou, en tout cas ici en France. Je veux parler du rapport à l'argent, puisque dès qu'on entame une réflexion sur l'argent, on doit plonger dans les profondeurs de notre âme, de notre être, étudier nos croyances limitantes, nos freins, nos peurs. C'est un long et parfois difficile travail, quoique si l'on est bien accompagné, ça peut changer. Aujourd'hui, l'homme que j'accueille accompagne au quotidien des particuliers, des professionnels dans leur relation à l'argent pour mettre l'argent au service de leur projet de vie essentiel. J'avais très envie de le rencontrer parce que je pressens un homme aligné, un homme honnête, un homme cohérent et ça me plaît beaucoup dans Danser sa vie. Aujourd'hui, à côté de moi, j'ai le grand plaisir d'accueillir Christian Junod. C'est parti pour Danser sa vie. On a un générique sans son. Bonjour Christian Junod. Bonjour Gaëlle. Je suis ravie de t'accueillir. Alors on a dit qu'on se disait tu. Mais oui. Voilà, quand on s'est rencontrés pour de vrai, on avait envie de se dire tu. Es-tu bien installé sur le canapé Ah oui, d'ABC c'est Talk? très confortable. Là, ouais. Je pourrais faire une petite sieste peut-être. Une petite sieste. Alors, est-ce que tu peux la faire éventuellement après l'émission? Ça m'arrangerait. Est-ce que Christian, lorsque tu étais enfant, tu étais comme moi à remplir pendant les vacances, tu sais, ces cahiers de vacances qui servent à réviser un petit peu les cours de l'année qui suit ou des petits exercices, des pratiques ludiques? Est-ce que tu as connu ça? Non, mais j'ai un certain nombre d'années plus que toi aussi. Je ne sais pas si ces cahiers existaient pour te dire. Sans doute que si, pour réviser. Peut-être, Ouais. mais bon, je trouve qu'en France, vous avez beaucoup plus ce genre de Ouais. choses que chez nous en Suisse. Non, tout gamin, j'avais une certaine facilité à l'école, donc il n'y a pas vraiment besoin de réviser pendant l'été. Je te dis ça parce qu'en fait, sans que je te connaisse, j'ai passé l'été avec toi, figure-toi Christian, et j'ai retrouvé cet aspect, cette énergie des cahiers de vacances, parce que j'ai joué le jeu de remplir le défi des 100 jours que tu as coécrit avec Lilou Massé pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment toi, Christian, tu es venu à t'intéresser à cette thématique de l'argent, à devenir coach financier, puisque c'est ce que tu es, un coach? Coach, Ouais. parce que c'est... Ouais, j'utilise c'est pas bien trop le plus mot vaste, coach ouais. financier parce qu'il Mm. peut être mal compris. Souvent, on croit que je vais expliquer aux gens comment tenir leur compte, faire des placements, ce que j'ai beaucoup fait à l'époque où j'étais à la banque. Mais en fait, si j'en suis venu à ce thème-là, il y a deux raisons. La première, c'est que moi, j'avais une vraie problématique avec l'argent. Banquier, très bien payé, et pourtant une peur de manquer énorme. D'accord. C'était donc ton travail avant d'être coach, tu étais banquier. Alors, j'étais 17 ans conseiller en placement financier, 23 ans dans la banque, donc les milieux de l'argent, j'ai bien connu. Ouais. Et j'accompagnais des gens donc bien plus fortunés que la moyenne. Et je pouvais bien voir les problématiques de mes clients, même des millionnaires qui avaient peur de manquer. Mais j'étais incapable de voir que moi, j'avais peur de manquer également et que ça avait beaucoup d'incidences sur mes comportements, en famille en particulier, mais également d'une manière générale dans ma vie. Donc ça, c'était la première chose. Et il m'a fallu beaucoup, des dizaines d'années, je dirais, pour vraiment me rendre compte que j'avais un problème avec l'argent. Et on dit souvent que l'élève est prêt, le maître arrive. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Peter Koenig, qui est un Anglais qui vit à Zurich, qui a fait des années de recherche des années 80-90 sur la relation à l'argent. Et je l'ai rencontré en 2006. J'ai proposé de devenir un organisateur d'ateliers pour lui en Suisse francophone. Et c'est comme ça que je suis venu à travailler ma relation à l'argent en organisant des ateliers, sans savoir du tout que j'allais devenir un jour mon métier. Ok. Et alors, qu'est-ce qui explique, Christian, que la relation à l'argent en France et en Suisse, peut-être, je ne sais pas, c'est à toi de nous dire, est aussi complexe, est aussi tabou? Oui, alors c'est vrai que c'est partout tabou où je vais, en Suisse, en Belgique, même au Québec, à ma surprise aussi. Mais en France, c'est particulièrement tabou. Et il y a vraiment encore quelque chose de... en France, c'est le pays où j'entends vivons heureux, vivons cachés. J'entends pas ça ailleurs en principe. Mais il y a quand même ce truc-là, tu vois. Si on pouvait voir que j'avais de la richesse, on pourrait bien me le faire payer. Alors je pense malgré tout que pour la France en particulier, il y a des restes de révolution. On a quand même coupé des têtes à un moment donné à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne.
et qu'il n'y a encore pas eu de réconciliation pour moi entre royauté et révolution. C'est comme si le pays était toujours déchiré entre les deux. Et il y a aussi l'empreinte de l'Église catholique qui a quand même montré qu'être riche, c'était pas bien. Il fallait peut-être payer sa place pour avoir droit au paradis. Et je pense que ça a une incidence aussi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas ce côté décomplexé que peuvent avoir les Américains, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de propres problèmes avec l'argent, mais différents. Et là, il y a quelque chose un peu... voilà, on ne se montre pas trop quand même, parce qu'on pourrait nous le faire payer, on ne sait pas ce qui pourrait se passer si ça se savait. Et vite aussi être jalousé aussi. Alors paradoxalement, beaucoup de personnes jouent au loto. Il n'y a jamais eu autant de participants au jeu d'argent. Oui. Alors à la fois on veut vivre caché et en même temps on voudrait beaucoup d'argent. C'est un paradoxe un petit peu. Alors je ne sais pas si tu as vu la citation de Coluche qui est absolument extraordinaire. Pour moi, Coluche était un précurseur qui avait compris beaucoup de choses avant les autres. Et là, cette citation, il disait « En France, c'est bien connu, les riches sont des méchants, les pauvres sont des gentils, et bien sûr, tout le monde veut devenir méchant. » Donc j'adore parce que il parle vraiment de ce déchirement intérieur, tu vois. C'est pas bien d'être riche, mais au fond, j'y aspire quand même. Et pour moi, ça parle beaucoup de ça. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que la solution, c'est l'argent. C'est l'argent qui leur fera vivre une vie merveilleuse, etc. Et moi, j'ai une belle expérience d'avoir travaillé avec des gens fortunés. Eh ben, ils n'étaient pas plus heureux que la moyenne des gens. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. Ils avaient des problèmes de famille comme les autres, des problèmes de santé comme les autres, des dépressions, des problèmes d'alcoolisme, des cancers. Enfin, ils avaient la plupart des problèmes que la plupart des gens avaient. Peut-être pas de problèmes matériels, mais au fond, le matériel est agréable et confortable, mais ce n'est pas ce qui fera la réelle différence dans notre vie s'il n'y a pas l'essentiel. Tu fais vraiment une différence entre l'important et l'essentiel. Absolument. D'ailleurs, tu insistes beaucoup sur cette nuance. Quelle nuance, justement, tu mets entre ces deux termes, l'important et l'essentiel? Oui, et ce qui me permet justement de différencier ça aussi, c'est les travaux que d'autres personnes ont fait. Je pense à Elisabeth Kubler-Ross, on parle de l'infirmière Ronnie Brown, je crois de mémoire, en Australie, qui parle de ces gens qui ont accompagné les gens en fin de vie. C'est Bronnie Ware, non? C'est ça? Oui, Bronnie Ware, voilà, les 5 exactement. regrets. C'est ça, ouais. Exactement. Et effectivement, ces gens qui accompagnent les gens en fin de vie disent c'est dingue au moment de ces bilans de fin de vie, au moment où vraiment on regarde qu'est-ce qui reste, les gens ne parlent pas d'argent. Ils parlent de relations, d'amour, d'oser avoir se réaliser, d'avoir gardé des relations proches ou pas, d'avoir des regrets à ce niveau-là. On ne parle pas d'argent. Et c'est là que ça m'a interpellé en me disant mais serait-ce possible que nous faisions fausse route de mettre autant d'importance à l'argent dans notre vivant et au moment du bilan, c'est plus si important que ça, tu vois. Il n'y a jamais personne qui dit « Ah, je regrette de ne pas avoir demandé une augmentation de salaire », tu vois. Ou sur l'épitaphe, je regrette de ne pas avoir eu assez d'argent. Voilà, exactement. Donc, in fine, la différence pour moi, c'est que l'amour, la qualité des relations, la capacité de s'émerveiller devant la beauté de la vie, ça fera toujours une différence. Si on n'a pas ça dans sa vie, on peut avoir tout le bien-être matériel. Si on n'a pas ça dans sa vie, on ne sera pas encore heureux pour autant. Quels sont les archétypes ou peut-être les profils de personnes que tu accompagnes au quotidien, que ce soit des particuliers ou des professionnels, qui ont donc une relation à assainir avec l'argent? C'est quoi une relation problématique avec l'argent, par exemple? Quelle forme ça prend? Oui, alors je dirais que la plus grosse difficulté avec l'argent, qui sort largement numéro 1, c'est la peur de manquer. Tu vois, là, je reviens de Bruxelles où j'animais un atelier. J'avais 38 personnes et je pense qu'il y en avait à peu près entre 25 et 30 qui en sont annoncés comme ayant peur de manquer. Donc pour te dire que, et je l'ai vu même chez les millionnaires, donc ça n'a rien à voir avec la réalité financière, c'est vraiment une peur intrinsèque qui est là, presque viscérale, je l'ai bien connue également, et qui impacte tellement d'actions dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment ce qui sera en numéro 1. Mais au-delà de ça, la difficulté à valoriser ce qu'on fait, surtout quand on est indépendant, mais même comme salarié, demander une augmentation de salaire par exemple, certains la difficulté à recevoir, beaucoup d'êtres humains, en tout cas ceux qui sont dans des activités de cœur ou qui ont envie de contribuer, ont une grande facilité à donner et ont beaucoup de difficultés à recevoir, y compris sur l'aspect financier, mais pas que d'ailleurs. Il y a également donc tout ce qui est en lien avec l'estime de soi, la difficulté de se valoriser, mais ça part de l'estime de soi, tout ça. Mais pour certains, c'est la difficulté à dépenser leur argent, même à se faire plaisir avec. Pour d'autres, l'incapacité à économiser, ou dit c'est plus fort que moi, dès que j'ai de l'argent, je le dépense. Mais souvent, c'est je m'en débarrasse. Quand on dépense, ce ne sont pas des dépenses bien choisies qui font plaisir, voire même d'attirer des gens qui vont dilapider notre argent, qui vont nous rouler. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de choses comme ça qui se passent. Et on ne parle même pas des problématiques d'argent dans les divorces, dans les successions, tous les conflits d'argent, malheureusement, qui sont encore trop fréquents. Quand je me suis donc essayée au défi des 100 jours que j'ai presque terminé, ce qui m'a frappée, c'était aussi une réflexion que j'avais depuis quelques années, c'est à quel point cette relation à l'argent, elle recouvre plein de sphères de notre existence. Notre passé,
Hein, on arrive aussi avec un rapport plus ou moins fluide. Notre comportement, tu le disais toi-même, est-ce qu'on a plutôt tendance à garder, à avoir envie de se débarrasser? Enfin, c'est vraiment multifactoriel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce qu'on est conditionné dès notre naissance, dans notre famille, par notre lignée, à notre lien à l'argent, par exemple? Oui, alors il est vrai que je suis également formé aux constellations systémiques et familiales, donc ce qui fait que je connais assez bien ce qui peut se passer à travers l'histoire de la famille et comment ça peut nous influencer, même si on ne la connaît pas, hein, c'est ça qui est toujours intéressant. Et je pense, effectivement, je pense pas, je suis sûr qu'à la naissance, dès la naissance, nous portons déjà une histoire familiale qui va nous influencer tôt ou tard. Alors ça, c'est une première chose. Donc les histoires familiales, c'est justement les conflits d'argent, c'est les misères financières, c'est des gens qui se sont fait voler ou qui ont volé. Enfin, il y a les surendettements, voilà, il y a plein de choses comme ça. Moi, je viens d'une famille de la lignée des hommes, ils ont tous fait faillite, par exemple. Donc j'arrive avec cette histoire-là aussi. Enfin, c'est arrivé en partie de mon vivant, mais c'est déjà arrivé avant aussi. Donc ces histoires, elles vont nous influencer d'une manière ou d'une autre par la suite. Et c'est pour ça que c'est important de voir de quelle histoire je viens, en lien avec les questions d'argent, de richesse, je mets des guillemets sur le mot richesse, mais en tout cas de s'autoriser et à recevoir, et à se déployer, et à faire quelque chose qui est bon pour soi. Et on voit que pour les femmes particulièrement, c'est encore plus difficile parce que souvent, de la lignée des femmes, il peut y avoir 2-3 générations de femmes ou plus qui se sont sacrifiées pour les autres, qui passaient après. Et quand on vient de ces genres de lignées-là, je rencontre des femmes entrepreneurs qui ne se donnent pas vraiment toute la possibilité de se déployer et de réussir parce qu'il y a toujours autre chose à passer avant, parce qu'il y a ces problèmes de loyauté familiale qui fait que ça va nous freiner. Et puis, autre aspect très important, c'est vraiment d'aller voir depuis la conception à la naissance également ce qui s'est passé, parce que là, suivant les circonstances dans lesquelles on vient au monde, ça va également avoir une incidence non négligeable. Par exemple, tu peux citer un exemple de ça Par exemple, si au moment de ma venue au monde, et souvent si il n'y a pas de désir d'enfant à ce moment-là, et que tout à coup c'est une bouche de plus à nourrir, avec des peurs en lien avec les finances et tout, quelque part je vais engrammer, parce que c'est comme ça que ça sera perçu par l'un ou l'autre des parents ou les deux, il y a une charge, ce bébé est une charge financière de plus, et je vais passer ma vie à surtout ne jamais être une charge financière pour quiconque, à vouloir me débrouiller seul, par exemple. Oui. Ce que tu dis, en fait, c'est que la loyauté, c'est le mot que tu emploies, c'est que nous-mêmes, nous portons ici et maintenant dans notre vie, notre incarnation présente, les résidus de notre passé, mais ça veut dire aussi qu'on peut s'en libérer, si c'est nous qui portons la loyauté, c'est ça? Oui, absolument. Absolument. La question de la loyauté, c'est qu'on porte encore, cellulairement, ce truc très ancien que si on est exclu du clan, on va mourir. Donc, par loyauté, on essaye de ressembler le plus possible, de convenir le plus possible au fonctionnement du clan pour pouvoir recevoir de l'attention, être aimé finalement. Parce que derrière tout ça, il y a toujours de l'amour à la fin. Et on croit que si on fait de la même manière, on aura de l'amour. Et ce qu'on veut, ça veut dire qu'on est prêt, même si on sent autre chose, à ne pas s'écouter, à ne pas s'autoriser à faire autre chose. Alors que je vois, et je suis sûr que dans votre télévision, vous avez beaucoup à faire à ces personnes qui se sentent extraterrestres dans leur propre famille et que justement, c'est peut-être que, en tout cas c'est le cas de la plupart des gens que je rencontre dans mes ateliers, et ça veut dire que nous sommes peut-être cette personne qui sommes là pour montrer un autre chemin, non pas que les autres sont sur un mauvais chemin parce qu'on n'est pas là pour juger quiconque, mais de s'autoriser à montrer une nouvelle voie, et quand une personne montre une nouvelle voie, d'autres peuvent s'y engouffrer. Mais pour cela, ça demande de s'autoriser à être déloyal à certains fonctionnements et comportements, et j'insiste, la déloyauté n'est pas un manque de respect, ce n'est pas un manque d'amour, c'est vraiment s'autoriser à une nouvelle voie, comportement, déploiement ou je ne sais quoi. Alors ça, dans ce que tu dis, c'est aussi, je le conçois tout à fait quand c'est conscient, mais alors quand c'est inconscient, parce que comment on fait remonter à la conscience des loyautés familiales quand elles ne sont pas encore conscientes? Oui, alors il y a deux choses. La première, effectivement, c'est de faire les exercices que je propose dans mes livres, d'aller voir mon histoire avec l'argent, d'aller se renseigner, mais de voir un peu tout ce que je connais également. Et la deuxième chose, c'est de voir en quoi cette histoire-là a des potentiels, je dirais, liens avec ce que je vis. Parce que la question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que ce que je vis est fluide ou est-ce que ça bloque à certains endroits? Je travaille beaucoup avec les entrepreneurs sur les questions de plafond de verre, ces limitations qu'on se met. Et parfois, ces plafonds de verre, ça peut être « je ne m'autorise pas à faire mieux que telle et telle personne ». Je viens de famille où c'était la galère financière et souvent on voit qu'on peut faire un tout petit peu, on s'autorise à faire un tout petit peu mieux, mais d'avoir le gros succès ou la grosse réussite financière, c'est comme si c'était interdit parce que ça fait trop de différence par rapport à là où je viens. Donc c'est vraiment
déjà chercher des informations dans la mesure du possible, parce qu'on ne se connaît pas toutes les informations au niveau des 4 grands-parents, mais essayer autant que possible d'en savoir et de voir là où je suis aujourd'hui, est-ce que je verrai des liens ou pas. Je vais juste donner un exemple. Je vois par exemple quand il y a dans la généalogie quelqu'un qui est parti d'un pays pour venir s'installer en France. Ça peut être l'Algérie, ça peut être tous ceux qui ont fui l'Espagne et autres. Et souvent, ces personnes sont reparties de zéro. Et on voit après ces personnes qui régulièrement disent c'est dingue, je retombe à zéro, je retombe à zéro. Ça peut être une faillite, un machin, ça peut être d'autres circonstances, mais c'est comme si par loyauté, je revivais les mêmes choses. Donc en fait, si je te suis, on peut identifier des choses qui se répètent, c'est ça, même dans notre quotidien à nous. C'est-à-dire au moment où ça se répète et qu'on a toujours les mêmes conséquences, peut-être on peut déjà avoir un petit warning et se dire voilà, absolument. Ça doit changer. Voilà, d'où ça vient, exactement. C'est-à-dire qu'on a un choix. C'est soit de dire, OK, je subis ou je suis victime de ça, ou de se dire, OK, je vis ça, c'est inconfortable. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à comprendre et peut-être à libérer pour que je n'ai pas encore et encore à vivre cela. La façon dont on parle aussi de l'argent, elle dit beaucoup de nous. Oui, oui, absolument. Les mots qu'on emploie, un moment dans le... Bon, je ne vais pas révéler tous les exercices, bien sûr, je vous encourage vraiment à le faire, mais tu pointes avec Lilou, tous les deux, vous pointez l'importance du vocabulaire, comment on parle de l'argent. Oui, absolument. Alors, comment on parle de l'argent et comment on se comporte avec l'argent également, d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des expressions qui sont intéressantes. Alors, je ne crois pas qu'on en parle dans le livre, mais comme j'accompagne beaucoup d'indépendants entrepreneurs, j'entends des personnes qui disent « Ouais, j'ai ce prix-là, puis celui-ci est moins cher. » Je dis « Ah, c'est intéressant, il est toujours cher, mais moins cher. Ouais. » Le cerveau n'entend que cher, tu vois. Alors que moi, j'ai des prix qui sont plus ou moins avantageux, tu vois. Mais tu vois, juste le fait qu'on dise c'est moins cher ou c'est plus ou moins cher, dans l'esprit de la personne, ça reste toujours cher, dans son esprit elle. Donc, elle est comme en train de se trahir à travers les mots qu'elle utilise. Donc, ça parle aussi, est-ce que je suis pleinement à l'aise avec les prix que je pratique ou pas? Parce que si je ne suis pas à l'aise, ça va se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais je ne sais pas si tu fais allusion aussi à la fameuse expression « gagner sa vie ». Oui, alors j'allais te questionner là-dessus parce que c'est vraiment la première fois que j'ai entendu une interview de toi. Je crois que c'est vraiment, ça a été vraiment une prise de conscience qu'effectivement on disait beaucoup il faut gagner sa vie et que tu pointais cette expression, tu mettais un petit focus dessus et qu'elle effectivement elle interroge beaucoup. Oui, je veux bien t'entendre là-dessus. Oui, non, mais d'autant plus que 80-90% du temps, c'est la seule et unique expression utilisée dans tous les médias, partout. J'entends ça, mais au point encore les participants ce week-end me disaient ouais, mais on peut dire comment? Ils sont complètement perdus, comme si c'est la seule et unique manière, parce qu'on parle de gagner sa vie, on parle bien de gagner de l'argent, on ne parle pas d'autre chose quand on dit ça. Et je trouve intéressant déjà juste le fait que quand on m'a posé la question que je suis devenu indépendant, on ne m'a jamais posé la question que j'étais banquier, mais je suis devenu indépendant, ça va, tu arrives à gagner ta vie? On est en train de dire est-ce que tu arrives à gagner assez d'argent pour t'en sortir? Mais c'est comme si on posait la question comme ça serait presque indécent d'oser demander ça, mais c'est une jolie expression, on ne parle pas d'argent, mais on parle quand même d'argent d'ailleurs. Donc ça parle bien du côté tabou, tu vois aussi, de ne pas être direct, un petit peu de manière indirecte, de parler d'argent. Mais au-delà de ça, chaque fois qu'on pense qu'on doit gagner sa vie, ça sous-entend qu'on peut la perdre. Et perdre la vie veut dire mourir. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on parle de gagner sa vie, j'entends les gens qui disent « Ah, mais tu n'as pas le choix, il faut bien gagner sa vie. » Tu vois, c'est comme un sac bien lourd, avec des cailloux dedans qu'on porte et que, malheureusement, ça explique aussi pourquoi il y a tellement d'êtres humains qui sont dans un métier qui ne leur convient plus, dans un métier où ils souffrent et ils ne se donnent pas le choix d'autre chose parce que je dois, entre guillemets, gagner ma vie, sous-entendu pour ne pas la perdre. Donc, on est en train de renforcer l'idée avec cette expression qu'il y a une histoire de vie ou de mort qui se joue avec l'argent. Et c'est important de se souvenir, si on supprime l'argent demain, on ne va pas mourir. On trouvera d'autres moyens d'échanger, mais il n'y a pas de question de vie ou de mort qui se joue avec l'argent. La nourriture, l'air et tout ça, évidemment, mais pas avec l'argent, on peut supprimer l'argent. Oui, tu dis aussi que ça sous-entend l'idée de mort, mais ça sous-entend aussi qu'il faut un effort pour avoir quelque chose qui est déjà là. Moi, ça m'a beaucoup touchée aussi dans ton travail, c'est-à-dire ce lien avec l'abondance, le sens que tu donnes. Au fait, tout est déjà... Il y a une question d'ailleurs que tu invites, peut-être on peut juste révéler ça, c'est est-ce que ici et maintenant, dans l'activité que je suis en train de faire, j'ai assez et souvent, la réponse est oui, en fait. Oui, absolument. Et c'est important de voir que justement, cet esprit de manque fait qu'on est autant dans l'esprit de manque avec soi-même que potentiellement avec les gens qui nous entourent, qu'avec j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça. Enfin, je te connais encore une fois très bien, j'étais tellement dedans. Mais ça commence de nous à nous. Je ne suis pas assez. Et les je ne suis pas assez, les gens vont mettre plein de choses derrière.
Et ça veut dire que chaque fois qu'on est dans je ne suis pas assez, on est en train de tirer son énergie vers le bas, on est en train de se dénigrer d'une manière ou d'une autre, plutôt de voir que tout ce qui est là. Et pour moi, au moment où les auditeurs nous écoutent là maintenant, il n'y a personne à qui il manque de l'argent pour nous écouter. Il ne manque pas d'argent pour nous écouter. Peut-être qu'il y aura un problème d'argent à la fin du mois pour payer des factures. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais pour nous écouter, il ne manque de l'argent à personne. Et c'est important parce que la plupart du temps, comme j'ai une très grosse peur de manquer, alors que je n'ai pas de problème d'argent, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus chez moi, mais c'est de plus en plus rare. Et j'ai toujours cette question, est-ce que juste là, maintenant, est-ce qu'il me manque de l'argent? Alors, en ce qui me concerne, ma réponse, c'est 100% du temps non, parce que financièrement, il n'y a pas de problème. Mais simplement, en général, ça vient parce qu'il y a eu une pensée de est-ce que j'aurai assez, au moment où tu reçois une facture ou un truc, tu as une pensée, est-ce que j'aurai assez d'argent pour ci, est-ce que pour payer les études de mes enfants, la retraite, le machin, enfin, c'est toujours une pensée projective sur le futur de ce qui pourrait se passer qui vient de réveiller la peur et qui fait qu'on va souvent agir à partir de la peur, malheureusement. Ou sur le passé peut-être aussi, non? Est-ce que tu parles, c'est un peu les pop-up qui viennent comme ça nous rencontrer sans qu'on ait rien demandé. Donc une peur par anticipation, mais ça pourrait être aussi quelque chose qu'on a engrammé du passé, puis qu'on a peur que ça se reproduise. Les personnes qui ont déjà eu quelques difficultés, est-ce que ça peut être potentiellement oui, mais il y a quand même une pensée là maintenant qui va faire un réveil peut-être de quelque chose effectivement qui s'est passé et que j'ai peur de revivre quand même dans un futur proche. C'est pour ça que la peur comme toujours en lien avec un futur proche, parce qu'encore une fois, les moments où il y a un réel problème devant moi, ok, je traverse la route, il y a un camion qui m'arrive dessus, là, il y a un vrai problème à l'instant T, mais c'est exceptionnel la plupart du temps, c'est quelque chose qui va arriver plus tard. Et comment tu parles de ça aux personnes qui sont vraiment dans une situation très précaire? Parce que ça, je pense que c'est des choses qu'on pourrait nous rétorquer ici, surtout sur une chaîne du développement personnel. Mais bon, vous parlez à un certain type de gens, ce qui est faux, mais on peut avoir souvent ce retour-là. Comment ça s'appliquerait à une population plus précaire, plus en difficulté sociale, tu vois, les quartiers, je ne sais pas, enfin… Bien sûr. Alors, si tu veux, même dans les personnes qui ont moins de moyens, ce que je vois, c'est qu'il y en a certains qui vont réussir à économiser à coût de 1 euro, pour qui ça représente vraiment quelque chose. Et il y en a d'autres, dès qu'ils ont quelques euros, ils vont vite le dépenser. Donc, si tu veux, les mêmes comportements potentiels, on les voit, mais avec des montants très différents des millionnaires, des milliardaires, mais même du commun des mortels. Mais il y a ces mêmes comportements de base, on les voit. Et si tu veux, vraiment la question, parce qu'encore une fois, on peut voir ça comme je suis victime de la société, etc. ou pas, et de se dire, est-ce qu'il y a potentiellement quelque chose à comprendre dans ce que je vis? Et encore une fois, je n'aimerais pas donner de leçons parce que moi-même, je ne vis pas ça, je n'ai pas vécu ça, je ne sais pas en quoi je serais capable de rebondir avec ça. Malgré tout, j'ai souvent dans mes ateliers des personnes qui sont en situation financière compliquée, difficile, et je vois que juste, ils sont là, à ce moment-là, acteurs en se disant, je pense que j'ai quelque chose à comprendre et j'aimerais mettre les chances de mon côté. Et je pense que c'est important je crois vraiment être acteur de sa vie, c'est vraiment à cet endroit-là de se dire, quoi que je vive, je peux essayer de voir s'il y a quelque chose que je peux changer pour que le demain soit un petit peu mieux que le hier. Il y a toujours des choses qui dépendent de nous, c'est ça que tu veux dire aussi? En tout cas, je crois. C'est ma croyance. Tu parles aussi beaucoup de l'aspect énergétique, vibratoire des choses. Et j'ai beaucoup ri d'ailleurs parce qu'à un moment, tu cites l'exemple de quand on se met à faire nos factures, à régler nos factures. Et que dans le comportement que l'on dégage à ce moment-là, il se passe plein de choses. Moi, j'étais vraiment du genre à râler avant de faire une facture. C'était plutôt la corvée. Je pense que je suis pas un cas isolé à ce niveau-là. Et tu invites en fait à plutôt voir l'aspect de contribution que l'on fait à ce moment-là. C'est-à-dire que quand je règle une facture, finalement, j'aide peut-être des gens, je paye des emplois, peut-être que je contribue à un service public, j'aimerais bien que tu nous en dises plus sur cette notion-là qui me paraît très intéressante. Oui, volontiers. Donc moi-même, j'ai payé les factures pendant longtemps avec la boule à l'estomac, le nœud à l'estomac, voilà exactement, parce que ça venait réveiller encore ma peur de manquer, puisque je voyais l'argent qui foutait le camp et ma pseudo-sécurité qui se barrait avec, tu vois. Donc, j'étais vraiment pas bien et pas prendre avec des pincettes. Le jour par mois, je m'occupais de mes factures. Et effectivement, comme avec le temps, j'ai appris à changer tout ça, je me dis, OK, je vais en faire un temps différent. Déjà, parfois, je vais mettre une musique sympa et tout. Enfin, déjà, de faire un cadre différent. Mais surtout, voir que ce que je paye là, c'est pas juste de l'argent qui fout le camp pour rien du tout. C'est-à-dire que oui, il y a quelqu'un qui a choisi de m'assurer contre quelque chose et parfois il y a des assurances où on a le choix, on fait un choix de s'assurer en disant s'il nous arrivait quelque chose, ce serait bon d'avoir une assurance. Et ce n'est pas parce qu'il m'est rien arrivé que je peux dire ok, gratitude d'avoir cette possibilité-là.
le gaz, par exemple, l'électricité, je peux voir tout ce que ça m'amène de tellement pratique et à quel point ça simplifie ma vie et ça rend ma vie plus belle. Et ce que je paye, c'est en contrepartie de ce que j'ai reçu. Alors évidemment, pour beaucoup, les impôts, on a encore une fois le choix. On peut voir tout l'argent qui est mal utilisé et on n'aura tous aucun problème de voir à des endroits de l'argent qui est mal utilisé selon nos critères des uns et des autres. Ça, c'est une évidence. Et on peut aussi voir ce que ça permet. Moi, je sais que j'ai eu 3 enfants qui ont fait des études supérieures et effectivement que cet argent-là a aussi permis de leur payer des études dans des conditions vraiment très favorables et que j'ai envie, à travers mes impôts, que d'autres jeunes, à leur tour, puissent aussi avoir des études à des prix favorables. Donc, je contribue à ça aussi. Donc, tu vois, c'est aussi un choix de dire, je peux aussi voir à quoi je contribue de positif plutôt que voir tout ce qui est négatif. Encore une fois, je n'aurai pas de problème moi-même d'en trouver, mais c'est un choix de dire, je vais mettre mon focus là-dessus et j'ai envie que mon argent contribue à ça aussi. Donc là, on change notre perception sur les choses, en fait, c'est ça? Absolument, La façon absolument. dont on les voit à ce moment-là nous fait considérer cet acte d'une autre façon. Absolument, c'est le plombier qui est venu réparer mon chauffage il n'y a pas longtemps. Je me dis, mais j'ai le chauffe-eau qui coulait. Je dis, voilà, merci, ça fonctionne bien et tout, merci. Voilà, et mon merci va avec l'argent que je verse qui va effectivement permettre de payer des salaires, etc., des emplois, parce que je suis content d'avoir ce service-là, plutôt que de rien avoir et de devoir me débrouiller tout seul. Mais oui. Comment on se reconnecte à ça alors, à ce merci, à ce sens? Parce que au quotidien, ça peut être, on peut le perdre de vue. Là, on le comprend quand tu nous l'expliques, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut le mettre en pratique comme un training, comme une écologie personnelle? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient une forme d'état d'esprit. Moi, j'appelle ça, c'est soit de l'esprit de manque ou l'esprit d'abondance. Et je le présente de manière binaire, mais c'est évidemment pas binaire dans le sens que on n'est jamais que dans l'un ou que dans l'autre. Mais comment est-ce qu'on peut être le plus souvent dans un esprit d'abondance qui pour moi est complètement lié à la notion de gratitude. Et il y a pas mal de citations que j'aime beaucoup dans ce livre, j'ai passé beaucoup d'heures à les choisir, à les trouver, mais il y en a une que je ne connais plus par cœur de Wayne Dyer qui dit quelque chose comme apprenez à voir tout ce que vous êtes déjà et tout ce que vous avez déjà, donc de manière positive, apprenez à voir cela, c'est le premier moyen pour sortir d'un esprit de manque. C'est-à-dire que, encore une fois, on peut voir que je ne suis pas assez ci, pas assez ça, mais souvent, un des exercices que je propose souvent, allez voir vos richesses intérieures. Vos richesses intérieures, ça parle de notre savoir-être et de notre savoir-faire. Et on en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et c'est juste énorme tout ce qu'on a déjà, tu vois. Donc on va mettre l'accent sur tout ce que nous avons, ce que nous savons déjà et qui a de la valeur et qu'on ne pourra pas nous prendre. Et déjà, c'est déjà ça pour moi, l'esprit d'abondance. Et déjà aussi, c'est cette capacité d'émerveillement. C'est que je vois avec le temps, ça fait 33 ans, je crois que j'habite au même endroit, j'ai des montagnes magnifiques devant moi, et plus le temps passe, plus je suis dans l'émerveillement. Pourtant, on pourrait se dire, je pourrais être blasé, c'est toujours les mêmes montagnes, a priori, elles n'ont pas changé, mais ce n'est pas vrai. J'ai toujours plus d'émerveillement, de gratitude, tellement je trouve ça beau, tellement je trouve ça majestueux, tu vois. Et je vois bien qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, là où j'aurais pu être dans le manque, puis voilà, puis pris dans mes problèmes, préoccupé par mes problèmes, et que je ne vois pas la beauté qu'il y a autour de moi. Donc pour moi, si tu veux, c'est comment je peux prendre toujours plus de temps à dire des merci. Je dis des dizaines de merci de ma tête, ou à haute voix, ou à des gens autour de moi, pour plein de choses, parce qu'il y a tellement de choses que les gens font pour nous, et que ça paraît normal. Non, c'est pas normal. Quand je vois quelqu'un qui balaye dans la rue, je lui dis merci en passant parce que j'aime avoir des rues qui sont propres, tu vois. Ben, il fait son travail, c'est possible, mais j'ai comment lui dire merci parce que j'apprécie. Donc, tu vois, c'est vraiment un focus, un choix de mettre l'accent sur quelque chose. Et j'ai envie de dire, c'est pas un truc. C'est vraiment que je le sens avec le cœur, quoi. C'est vraiment important. On peut s'entraîner au départ, mais dans un livre qui était sur la psychologie du bonheur, je crois, de Tal Ben-Shahar, il explique à quel point juste de prendre du temps en fin de journée, de noter dans un cahier ces 3 gratitudes pour des choses que j'ai vécues, dont 2 choses dont je suis moi-même le moteur, tu vois. J'ai fait quelque chose dans lequel j'ai de la gratitude. Puis une 3e chose, ça peut être venu de l'extérieur. Ils ont fait des études avec 2 groupes. Il dit 3 mois, juste ça fait une réelle différence dans la vie des personnes à plein de niveaux, y compris au niveau santé, au niveau bien-être, ressenti de bien-être général. Donc ça montre que ce sont des petites choses qui peuvent faire de grosses différences.
Et c'est vraiment ça à mettre en place. Comme si on se mettait sur une fréquence, en fait, Voilà. on vibrait une fréquence particulière. Et dans ce que tu dis aussi, quand tu parles par exemple du balayeur, tu donnes l'exemple, il y a aussi cette notion d'interdépendance. Et peut-être c'est ton approche aussi systémique. Enfin, c'est jamais décorrélé du monde qui nous entoure. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on n'est rien tout seul aussi. Tu disais que les cadeaux, ce qui est précieux, nos richesses, c'est aussi la richesse de la vie autour, des gens qui nous accompagnent, de la relation, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est la qualité des relations qu'on va avoir. Et la qualité des relations, c'est avec soi, c'est avec les autres. J'ai même envie de dire c'est avec la vie et potentiellement avec l'argent aussi. C'est toute une série de manières, de comportements, de respect mutuel, voilà, d'apprécier ce qui est là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se cultive, encore une fois. Et des moments, je me remets à râler, évidemment, ça tombe aussi, tout ça. Ça m'arrive évidemment. Mais chaque fois que je le vois, je dis, ah, tu es en train de te remettre dans cette énergie-là, ça te fait du bien. Non, ok. Si tu te branchais sur autre chose, si tu apprenais à avoir un autre regard. Tu vois, je donne un exemple très simple. Tout à l'heure, j'avais un long trajet en métro pour venir ici. Et je me souviens, un jour, j'ai pris conscience que dans le métro, plus le temps passait, plus j'avais mon énergie qui tombait. Et j'ai vraiment pris conscience de ça. Puis j'ai dit, mais je veux pas ça. Je veux pas sortir du métro fatigué parce qu'il y a une sorte de climat ambiant qui n'est pas forcément très joyeux, avec beaucoup de sourires. Et depuis ce jour-là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. À un moment donné, je prends du temps, puis je visualise chaque personne que je vois et je leur envoie des messages d'amour, et je me connecte à mon cœur et je vois que ça me fait du bien. Je vois d'ailleurs, ça m'a amusé aujourd'hui parce que j'ai vu plein de gens qui sont tournés, qui m'ont regardé au bout d'un moment. Je ne sais pas si elles ont capté quelque chose ou pas, j'en sais rien, mais je vois que j'ai un sourire sur mes lèvres tout seul parce que je fais ce choix d'envoyer quelque chose de positif au monde. Et je vois que ça fait du bien à moi. Et j'ai une croyance, mais une croyance, effectivement, que ça fait du bien à tout le monde. Mais en tout cas, je ressors beaucoup plus joyeux du métro, là où j'étais, dans une énergie basse avant. Oui, on dit souvent que tout le monde fait la gueule dans le métro, alors qu'en fait, on est en partie, enfin, chacun est responsable de sa part. Bien sûr. Par ailleurs, tu dis effectivement, je tourne mon regard sur ce qui me fait du bien. Et en même temps, dans le livre... Dans celui-ci, dans les défis des 100 jours, à un moment, tu expliques aussi la nécessité d'embrasser les polarités, c'est-à-dire que tout est en « et ». C'est pas où. Et ça, je trouve ça extrêmement fort, notamment quand tu parles de la loyauté, tu vois, de dire je suis déloyale et c'est OK en fait. C'est vraiment cette façon d'embrasser de manière inconditionnelle notre expérience. Je veux bien t'entendre là-dessus aussi pour pas justement qu'on pense que c'est simplement shifter d'énergie et se dire pas ça, mais plutôt ça. C'est justement un grand et. Oui, absolument. Mais au fond, moi j'utilise la porte d'entrée de la relation à l'argent pour apprendre à mieux et plus s'aimer. Pour moi, in fine, c'est vraiment l'impact. Et dès le moment où j'apprends à plus et mieux m'aimer, j'ai moins de raisons de me mettre des limites, des croyances, des machins. Ça aura une incidence sur ma relation à l'argent, mais tellement plus vaste que ça. Et pour ça aussi, et l'apprendre à mieux s'aimer, c'est aussi créer plus d'unité en soi. C'est-à-dire qu'on est dans un monde encore très binaire, où on nous a fait croire qu'il y a des choses bien, des comportements bien et des comportements mal, des qualités qui sont bien et des défauts. Tu vois, généreux c'est bien, radin c'est pas bien, honnête c'est bien, malhonnête c'est pas bien. Donc chaque fois, ça crée de la séparation. Je dois me montrer comme ça et je dois surtout pas qu'on me voit comme ça. Donc là, on est prisonnier de nos peurs du regard des autres. Parce que je crois vraiment que notre plus grande prison, c'est la peur du regard des autres. Et je peux te dire que même les gens qui ont de l'argent, je vois à quel point, j'ai eu l'occasion de travailler avec des patrons de petites PME et autres, ils n'osent pas venir avec le véhicule qu'ils veulent à leur travail, tellement ils ont peur de ce que leurs collaborateurs vont venir. Donc ils ne sont pas libres malgré leur argent parce qu'on se crée des prisons et tout ça. Et la peur du regard des autres est vraiment très présente. Et notre regard à nous aussi, c'est ce que tu dis. Oui, aussi de faire face à ça, de la critique, du jugement, etc. Donc, en fait, si je reprends l'exemple juste du généreux, du radin, alors évidemment, tout le monde a entendu dans sa vie qu'être généreux, c'est bien, être radin, c'est mal. Bon, le radin est très connoté. Alors moi, je montre les choses différemment. Je dis généreux, c'est ouvrir pour que ça circule. Et radin, c'est à un moment T, je ferme. Et je prétends qu'il y a des situations dans la vie où fermer est absolument exact. Exact et juste. Si je prends un exemple, si un de mes enfants, heureusement ce n'est pas le cas a priori, était addict au jeu, et puis il s'endettait, il me demandait de l'argent, je vais fermer. Je n'ai pas envie de participer à sa problématique. Et potentiellement, il pourra me traiter que je suis un radin parce qu'il sait que j'ai de l'argent. Et je suis OK avec ça, parce que je suis et le généreux et le radin, celui qui ouvre beaucoup, qui ouvre un peu, des moments qui ferment. Je suis tout ça. Tu vois, je peux agir sur tout le curseur des comportements possibles à chaque instant parce que j'ai accueilli l'un et l'autre. Et que l'un et l'autre, pour moi, il n'y a plus le bien et le mal, il y a juste une forme de justesse en fonction de la situation, en fonction de ce que je sens au fond de moi. Mais je vois tellement de personnes qui veulent tellement se montrer généreux
qui se montrent faussement généreux. C'est que parfois, ils vont donner machin, mais au fond d'eux, ça crie non. Mais comme ils ont peur qu'on pourrait penser d'eux qui sont radins, ils vont comme le faire. C'est plus la générosité à un moment donné. Et c'est là qu'on devient prisonnier. Donc, accueillir les polarités, si je prends générosité et radin, au moment où on accueille les deux polarités, pour moi, il n'y a plus que ce qui est et on peut lâcher tout ça. Ça n'a aucun intérêt de coller des étiquettes de généreux, de radin, il y a juste ce qui est à chaque instant. Et on revient à l'essence de l'être, si tu veux, et de sortir de ces polarités qui nous emprisonnent encore une fois, qui sont le fruit de l'être humain. Ça n'existe pas dans la nature, les polarités. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui nous limite. Donc finalement, chaque fois que j'accueille ces deux polarités, sans condition, je viens de lâcher une peur, un truc, et je suis plus tranquille à l'intérieur de moi. Est-ce que quand tu étais banquier dans ta première partie de ta carrière, tu as dû travailler sur ton lien à la vulnérabilité, par exemple? Est-ce qu'il y a ça aussi qui tu vois, tu te dis les personnes qui arrivent en voiture, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, alors aussi peut-être pour un homme encore plus, ça j'en sais rien, c'est toi de me dire, mais cette connexion à ça, à la vulnérabilité, à s'accepter aussi dans ces côtés plus... qui savent moins faire, Comment tu te situes toi par rapport à ça justement? Alors je dirais que j'étais pas spécialement à l'aise dans le milieu de la banque, même si j'ai eu plein de collègues super, j'ai eu la chance de travailler dans souvent des équipes super, mais dans un milieu que je n'aimais pas spécialement. Et c'est dans cette période-là, je dirais les 10 dernières années à la banque, où j'ai commencé à faire du travail personnel, de croissance, etc., de compréhension de mon fonctionnement. Et ça a fortement changé ma relation et à mes collègues, à mes clients. Même si spontanément, j'avais une grande capacité à créer de la confiance. Moi, déjà très vite, j'ai aimé ce métier de conseiller en placement longtemps parce que très vite, j'ai vu que j'étais un peu un psy de la finance. C'est-à-dire que je créais un espace où les gens venaient s'ouvrir. Tu n'imagines pas le nombre de clients qui ont pleuré dans mon bureau, y compris des hommes, ce qui était quand même rare, parce que j'avais une capacité à créer un cocon où les gens se sentaient bien et ils avaient la capacité de s'ouvrir. Et on parlait de plein de choses autres que la finance. Et moi, c'est ça ce que j'adorais. J'avais du temps avec eux, un petit moment de la finance, on parlait de la vie. Donc, j'étais un banquier atypique. D'ailleurs, le plus beau compliment qu'on me faisait, c'est qu'on me dit, vous n'êtes pas un banquier comme les autres. C'était mon plus beau compliment parce que je ne me sentais pas à l'aise dans ce milieu. Mais ce moment-là, là, il y avait une sorte de transparence, de vulnérabilité. Je leur parlais aussi je crée toujours des liens au niveau de l'humain. Enfin, c'est vraiment l'humain que j'aimais dans la rencontre. Et c'était d'une rencontre un peu particulière et singulière, c'est vrai. Alors après, j'ai eu envie d'autre chose parce que c'était plus assez nourrissant. J'avais comme des objectifs, des machins derrière. Mais cette vulnérabilité, c'est sûr que moi qui étais comme plutôt bien coupé de mes émotions, ça m'a demandé un peu de temps pour m'ouvrir à ça. Et c'est quand même les différents cours et ateliers que j'ai faits où j'ai pu voir qu'il y avait de l'espace pour ça et m'autoriser à cela. Et dès le moment où je peux m'autoriser des ateliers, j'ai pu commencer à me l'autoriser toujours plus à l'extérieur, à commencer juste avec mes enfants, à aller leur dire que je regrettais parfois mes comportements, que j'aurais tellement aimé être capable de faire autrement. Ça, c'est ton apport de la CNV, communication non violente, parce que tu es aussi très sensible et formé donc à cette approche qui est importante dans ton travail. Oui, absolument. Non, je suis largement plus que 100 jours de formation, donc j'ai vraiment fait énormément de CNV. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup ouvert à la compréhension de mes mécanismes, également de ce qui se joue chez moi et chez l'autre. Donc oui, ça a beaucoup d'incidence. Qu'est-ce que ça peut nous apporter de pratiquer la CNV, justement, aux gens qui nous écoutent, s'ils sont curieux? Qu'est-ce que ça peut... quels sont les apports? Déjà, de comprendre le rôle des émotions en lien avec les besoins qui sont satisfaits ou pas. Donc, de voir que les émotions qu'on a ne sont pas juste le fruit du hasard, elles sont juste messagères de quelque chose. Donc ça amène déjà une meilleure compréhension. De voir également pour moi à quel point, très souvent, les conflits qu'on a se font sur les stratégies. Autrement dit, quelle manière on essaie de satisfaire un besoin et que très souvent on satisfait les mêmes besoins, mais on se bagarre sur des stratégies différentes. Donc si on arrive à revenir en arrière et dire mais au fond on a envie du même besoin, on a envie d'un moment de qualité ensemble, pour prendre un exemple, mais tu as envie d'aller au cinéma, moi j'ai envie de passer un petit moment cocooning à la maison. Alors en fait on peut voir qu'on a cette même envie si on trouvait une autre manière qui convienne à l'un à l'autre, tu vois. Mais derrière tout ça, je dirais peut-être la force de ce qu'a développé Marshall Rosenberg, c'est vraiment que l'intention dans laquelle on entre en contact avec l'autre est essentielle. C'est-à-dire qu'il dit, si vous n'avez pas l'intention vraiment d'avoir envie autant de satisfaire les besoins de l'autre que vos propres besoins, donc autant, reviens sur des « et », tu vois, autant l'un que l'autre, s'il n'y a pas cette intention de départ, tout ce que j'ai mis en place ne sert à rien. Et c'est vraiment le cœur du cœur, il est là. Et même, je dirais, ce qu'il a mis en place, on parle des fameux 4 étapes, observation, sentiment, besoin, demande. Il dit, c'est juste une mécanique. C'est une mécanique au service de cette intention-là. Et si vous avez l'intention-là, je veux dire, même la manière dont vous parlerez n'est pas si importante que ça. Ça, c'est l'essentiel. Et ça, pour moi, c'est vraiment le cœur du cœur de ce qu'a amené Marshall Rosenberg. Poser son intention. Oui, et vraiment clair avec son intention. Parce que mon intention, c'est juste avoir raison et puis ou montrer à l'autre à quel point il a tort.
je ne peux pas avoir des discussions constructives. Et Dieu sait, ça m'arrive encore. Ça t'arrive encore, mais quand même, comme je le disais au préambule, en début d'émission, ce que tu diffuses comme énergie, c'est vraiment la cohérence. Tu es cohérent dans ta vie aussi personnelle parce que tu es depuis plusieurs dizaines d'années avec ta femme et tu dis souvent que le couple, c'est un super terrain d'exploration pour la CNV. J'imagine aussi, c'en est un de terrain d'exploration. Alors, oui, je crois que le couple, c'est quelque chose qu'on a tellement envie de réussir, qu'on a tellement envie de vivre un moment de qualité. C'est l'endroit où on a envie d'être accueilli inconditionnellement. Mais le fait qu'il y ait tellement d'attentes fait qu'il y a tellement de souffrance. Parce que les attentes et la souffrance, c'est juste deux parties. Attentes et déception, c'est juste deux parties de la même pièce. Les polarités dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et au fond, ce que je vois dans le couple, c'est que souvent, on va chercher chez l'autre qui nous donne ce qu'on n'a pas reçu avec nos parents, mais surtout ce qu'on n'arrive pas à se donner soi-même. C'est qu'aussi longtemps que je n'arrive pas à me donner de l'amour pour moi, je ne peux pas attendre de l'autre qui me donne ce que je n'arrive pas à me donner. Et je vois vraiment que la qualité du couple, c'est au moment où on arrive à être des êtres entiers, ou le plus entier possible, parce que je pense qu'on ne l'est jamais complètement, mais le plus entier possible. En tout cas, voilà, exactement. C'est bien ça l'idée, mais le plus entier possible. Et qu'on se rencontre, on va faire des choses joyeuses, mais quand on est avec trop de blessures, puis qu'on attend de l'autre qui vienne compenser mes blessures, ou penser mes blessures et vice-versa, on peut avoir que des déceptions. Et puis à un moment donné, il y a beaucoup de conflits. Donc je pense que c'est dommage que... C'est vrai qu'on vient de sortir un livre qui s'appelle « Réussir son couple » avec mon épouse, justement sur la base de notre expérience et de tout ce qui nous a aidés également. Mais c'est vraiment de voir que c'est un terrain d'expérimentation incroyable du fait que les enjeux sont très élevés. Donc c'est encore plus apprenant, mais ça demande de passer par aussi beaucoup d'inconfort. Il faut reconnaître aussi de déception et tout ça et de lâcher un peu toutes ces attentes qui n'ont pas leur place. Quel conseil tu donnerais aux gens qui nous regardent pour un couple réussi alors ? Comment on fait pour ou vivre un couple épanoui? Parce que réussir mettrait sans doute une pression de résultat, ce n'est pas l'intention. Oui. Donc je dirais déjà, si vraiment vous êtes en difficulté, allez chercher quelqu'un vous accompagner. Nous, on l'a fait X fois également, dans les moments trop compliqués, on n'arrive pas à échanger. Donc une thérapie de couple, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça? Oui, mais des fois, ça pouvait même qu'une séance ou l'autre, juste aider un peu à déblayer. Mais nous, ce qui nous a vraiment aidé, c'est au moment donné où Marshall Rosenberg a dit le jeu qui est le plus joué dans les relations, mais dans les couples en particulier, c'est le jeu de qui a tort, qui a raison. Ce jeu ne fait aucun gagnant. Donc on s'est inévitablement vu là-dedans aussi. Mais à un moment donné, quand on voit que la discussion est trop sensible, on a eu cette forme d'intelligence ou de sagesse, peut-être l'intelligence, sagesse, se dire, OK, on va chacun de son côté, on va déblayer, on va voir ce qui s'est joué pour moi. Et une fois qu'on a mis un peu on a laissé redescendre la tension, on va vers l'autre. Et tout à coup, je vais vers l'autre en parlant je. Tu vois, quand tu as dit ça, je vois que c'est venu réveiller ça. C'est venu réveiller ça chez moi. Et c'est à partir de là que j'ai voulu commencer. Tu vois, on commence à parler de ça et tout à coup, on n'est plus en train d'appliquer l'autre. On est en train de parler de ce qui s'est vécu chez moi. Ah, OK, c'est ça que tu as vécu, je n'ai pas compris. Moi, je l'ai pris contre moi. Tu vois, on peut commencer un échange qui est beaucoup plus tranquille et se dire comment on pourrait faire une autre fois, peut-être pour éviter d'aller là. Donc, ça peut paraître facile comme ça, mais ça demande un peu de chemin pour avoir cette capacité à mettre des mots. Et parfois, parce que ça demande aussi un vrai effort dans le sens, une vraie intention de se dire, j'arrête de mettre le focus que c'est l'autre qui a mal fait. Oui, de la responsabilité, c'est-à-dire c'est prendre l'un et l'autre sa responsabilité dans ce que tu expliques là. Et c'est vraiment, et si je suis 100% responsable de mon comportement, de ce que je dis, je suis aussi 100% responsable de la manière dont je reçois ce que dit l'autre. Parce que si j'ai ces grosses plaies ouvertes, à peine on met le doigt, j'hurle. Alors que je vois bien que si ces plaies sont refermées, le même comportement, je ne vais plus hurler. Donc je vois bien quelque chose qui m'appartient dans tout ça, à travers le fait de m'être occupé de mes propres blessures. En tout cas, bravo pour cette belle réussite à deux. Il y a beaucoup, Christian, de gens qui nous regardent, qui sont thérapeutes, pas que, mais il y en a énormément. C'est souvent, je reviens donc là plutôt au lien à la relation à l'argent, c'est des questions qu'on nous pose souvent, que les thérapeutes ont du mal à gagner leur vie en tant que thérapeute. Je sais que c'est un profil que tu accompagnes beaucoup. Qu'est-ce qui peut toucher les thérapeutes? C'est quoi les problématiques que tu as de manière récurrente chez les thérapeutes professionnels du bien-être? Alors déjà, dans les métiers d'accompagnement, et je m'inclus dedans, au départ, on a plutôt affaire à des sauveurs. On est comme des sauveurs qui vont aller prendre soin d'eux, tu vois, ça part d'une sorte d'élan, parfois du cœur, mais parfois aussi d'un endroit aussi d'inconfort de voir les gens pas bien. Donc déjà, dès le moment de l'esprit du sauveur, on a tendance à vouloir donner, et pas toujours recevoir.
L'autre chose également, c'est que la plupart de ces personnes-là, c'est un deuxième ou un troisième métier. Et c'est-à-dire, tout à coup, ça devient vraiment l'activité de cœur, tu vois. Là où j'ai fait des choses pour X, Y raison, mais là, je sens que c'est ce métier qui m'habite. Et quand on fait un métier de cœur, d'un métier dans lequel on a une forme de fluidité, de facilité, les gens disent, mais je ne fais même pas d'effort. C'est facile pour moi d'accompagner les gens. Je suis dans mon élément, ça vibre. Et c'est comme si, parce que je ne fais pas d'effort, je ne mérite pas d'argent en retour, parce qu'il y a encore la croyance que l'argent se mérite contre de l'effort, contre de la souffrance. Tu vois, que tu vois l'étymologie du mot travail. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement. Donc tu vois bien que déjà, dans l'étymologie, il y a de la souffrance qui est associée à ça. Donc c'est comme si, normalement, on est dans le plaisir et la joie, ça s'appelait des loisirs avant, ça s'appelait pas du travail, tu vois. Et c'est comme si, c'est tellement énorme d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, si en plus on gagnait de l'argent, ce serait presque indécent vis-à-vis de ceux qui souffrent et eux qui mériteraient de l'argent en contrepartie. Et je dis au contraire, non. En plus, chaque fois qu'on fait quelque chose qu'on aime, qu'on a de la joie et tout, de contribuer, ça a une vraie valeur, quoi. Et ce que je dis souvent dans ces métiers-là, mais en plus, ce que nous faisons dans ces métiers, quand des personnes vont tellement mieux, quand leurs relations familiales s'améliorent avec leurs enfants, ou qui sont mieux dans leur basket, qui sortent d'un burn-out, c'est tellement énorme, ça a tellement de valeur, que même l'argent qu'on demande sera largement en dessous de la valeur que ça a. Quelque part, ça n'a pas de prix, ce qu'on apporte. Donc, on va donner un prix argent, mais ne dévalorisez pas ça parce que les résultats potentiels, c'est juste énorme la différence que ça fait dans une vie. Tu vois, je veux dire, comme je parlais du chauffe-eau, oui, c'est comme très agréable d'avoir un chauffe-eau qui fonctionne plutôt qu'il ne fonctionne pas, mais d'avoir une relation fluide avec mon enfant plutôt qu'être en guerre avec, c'est énorme quelque part. Ça ferait une vraie différence dans ma vie également, et c'est pour ça que c'est important de se souvenir de ça. Donc, c'est pour ça que potentiellement, oui, ça a de la valeur. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément mettre des prix énormes, hein, parce qu'on peut vraiment aussi être capable d'adapter ses prix en fonction de ses clients si on a envie d'être accessible à beaucoup de monde. Mais trop souvent, les personnes qui veulent être accessibles à tout le monde mettent des prix bas pour tout le monde, alors qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer un autre prix que cela. Ça m'arrivait à des thérapeutes de dire non, mais j'ai envie de donner plus. En général, j'ai vu, ils s'étranglent que je leur dis ça. Ça parle bien de leur difficulté à recevoir. Je trouve ce que j'ai reçu vaut plus que ça, j'ai envie de donner plus, tu vois. Mais mettre des prix bas pour tout le monde, non. Mettre des prix bas pour ceux qui ont des vraies difficultés, puis mettre un vrai prix pour les autres. Mais avoir un vrai prix, avoir l'idée de son vrai prix. Absolument. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le développement personnel, voire dans le milieu de la spiritualité, la croyance, tu l'as dit un petit peu, tu l'as mentionné en début d'émission, qui est presque issue du catholicisme, en fait, que quand c'est spirituel, c'est antithétique avec le fait que ce soit payant. Oui. Alors, il y a ce que j'appelle aujourd'hui la dictature du gratuit de la part d'un certain nombre de personnes. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de gratuits. Ça n'a jamais existé autant de gratuits. Regarde, tu peux passer ta vie sur YouTube, regarder ce que vous faites également. Mais oui, exactement, vous êtes un magnifique exemple. Il n'y a jamais eu, c'est un truc de fou tout ce qu'il y a de gratuit, mais il y a encore des gens, parce que c'est encore l'esprit de manque, plutôt que de voir tout ça, que c'est juste incroyable, qui vont encore râler parce qu'il y a des choses payantes. Alors effectivement, il y a une époque où des personnes, ils faisaient du gratuit parce qu'on leur fournissait le logement, la nourriture, enfin ils étaient pris en charge par une communauté et que ce qu'ils faisaient était gratuit. Mais on n'est plus tellement à cet endroit-là aujourd'hui, hein, et c'est pour ça que c'est important. Mais là, on revient à une autre polarité, spirituelle, matérialiste. Oui. Hein, on est semble-t-il, selon moi, des êtres spirituels venus nous incarner dans la matière. Ce n'est pas pour fuir la matière. Si on vient fuir la matière, on ne s'incarne pas quelque part. Donc si je reste là, ça ne va pas. Si je reste là, ça ne va pas. Comment je peux allier ces deux choses qui créent la puissance de l'être humain? Donc encore une fois, il ne s'agit pas de faire la guerre entre l'un et l'autre, c'est au contraire d'associer les deux. L'argent, clairement, est en lien avec la matière. Donc l'argent vient nous aider à expérimenter la vie, avec ça peut générer comme un confort et autres, comme un terrain d'apprentissage, comme toute forme de terrain d'apprentissage. Et à la fois, il y a quand même, je ne sais pas quel regard, toi qui es quand même une personnalité présente, du développement personnel, médiatisé, il peut y avoir aussi des débordements dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y ait il y a beaucoup d'argent qui circule dans ce milieu. Quel est ton regard par rapport à ça, ton regard d'expert justement? Oui. Bien sûr, parce que pour moi, il y a des confusions. Dernièrement, j'accompagnais un groupe d'entrepreneurs et je leur disais, quand vous voulez plus d'argent, c'est quoi que vous voulez réellement? Ce n'est pas de l'argent. Tu vois, donc il y a des personnes, effectivement, il y a un peu la mode qu'on appelle le high ticket. Tu vois, je vais faire des accompagnements très chers pour des gens qui ont des moyens. Et encore une fois, je ne dis pas que ces gens n'ont pas besoin d'être accompagnés, mais qu'est-ce que ça cache derrière? Parce que très souvent, ça cache que je veux faire de l'argent facile. Et
encore une fois, j'ai pas, dans tous les métiers, il y a des gens, des services sont destinés pour des gens plus fortunés que d'autres, mais souvent ça cache autre chose. Et pour moi, en tout cas, dans la manière dont j'amène les choses, moi j'amène vraiment les personnes que j'accompagne, je disais, focalisez-vous sur votre contribution. Moi je suis un obsédé de la meilleure contribution possible. Comment je peux améliorer? Comment je peux toucher plus de monde? Comment je peux permettre à un maximum de personnes d'oser se déployer sans que l'argent soit un frein? C'est vraiment ça mon driver intérieur. Et la conséquence, si je fais bien mon job, c'est qu'il y a de l'argent qui arrive à moi et potentiellement plus d'argent qui arrive à moi. Donc, si tu veux, je pense que c'est là l'erreur, c'est quand on fait des choses parce que je veux gagner de l'argent ou parce que je veux gagner plus d'argent, on oublie l'essentiel pour moi. Et c'est là que je pense qu'il y a vraiment des dérives, effectivement, où à un moment donné, on est juste focalisé argent et on retombe là-dedans. Alors, il y a plein de métiers où c'est comme ça. Bien sûr. Ce ne serait pas surprenant. C'est, je dirais, logique qu'il y ait aussi des dérives là, parce que ce serait encore bisounours de croire que tous ceux qui sont là-dedans ont tous nettoyé leur peur, etc. et tout ça. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais fini de les nettoyer, de continuer, même si on est à un stade qui pourrait paraître… tu dis, il n'y a pas de point d'arrivée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces masques, ces peurs qui peuvent être présentes, quelle que soit la situation. Oui, il y a juste une chose, il y a ça, et puis chaque fois que tu veux tester autre chose, tu as quoi à un moment donné, je me dis, tiens, j'ai envie d'avoir plus de soutien, j'ai envie d'œuvrer auprès de plus de monde, et ça me demande des investissements financiers également, et ça réveille une nouvelle peur qui n'existait pas avant, ça me donne l'occasion d'expérimenter de nouvelles choses et de libérer quelque chose. Et de toujours les petites couches progressives. Est-ce que dans ta clientèle, tu as des artistes aussi? Parce que j'en reçois beaucoup dans Danser sa vie, et je pense qu'il y a des croyances qui sont très engrammées aussi dans ce secteur artistique. Oui, absolument. J'ai des artistes effectivement qui viennent et effectivement ils ont aussi la même difficulté. Je fais quelque chose qu'ils aiment, comment donner de la valeur à ce que je fais. Alors dans les artistes, je dirais qu'ils sont plus, qui sont sur des scènes, je pense en général, ils ont des intermédiaires qui peuvent négocier pour eux et c'est très aidant parce qu'ils devaient le faire eux-mêmes, ce serait compliqué. Par contre, si je vois par exemple sur beaucoup de gens qui font de la peinture, qui vont faire de la sculpture, des choses comme ça, il y a, mais même aussi les artistes aussi de théâtre et autres, il y a aussi un problème de loyauté à la profession. Parce que dans la pyramide, tout cela, il y a ceux qui réussissent très bien, enfin qui réussissent, en tout cas qui ont beaucoup de succès, je ne veux pas dire qu'ils sont heureux, mais qui ont beaucoup de succès, qui génèrent beaucoup d'argent. Et puis on voit que la grosse base, elle est à cet endroit-là. Et donc, si tu veux, le milieu dans lequel je me reconnais au départ, ce sont des gens qui sont plutôt désargentés. Donc, à un moment donné, je vois que quand tu commences à avoir un peu de succès, très souvent, ces gens vont être jalousés par d'autres. Mais plutôt que dire avec honnêteté, « Ah, mais je suis jaloux, j'aimerais tellement avoir ton succès », souvent, c'est plus facile d'aller juger et critiquer. Il y a une critique qui fait horriblement mal, c'est « il a vendu son âme au diable » ou bien « il fait du commercial ». Tu vois, ça, c'est le genre de truc pour dévaloriser la personne, alors que c'est juste que d'un coup, elle a trouvé un public, peut-être qu'elle est mieux alignée avec ce qu'elle fait, etc. Donc, parfois, en tout cas, j'ai travaillé avec un certain nombre d'artistes qui ont eu à être déloyaux à leur communauté d'artistes de la croyance qu'on ne peut pas gagner d'argent avec ce qu'on fait. Parce que souvent, c'est cette croyance qui est là. C'est cette représentation de l'artiste qui galère un peu, qui chante dans la rue au départ. Voilà, et si tu veux, quand je suis comme les autres, je suis un peu en appartenance, comme si je viens de familles défavorisées financièrement parlant. Tant que je suis dans ces situations-là, je suis comme du milieu d'où je viens. Là, c'est une sorte d'autres familles et d'autres milieux. Donc, comment je peux être déloyal aux croyances, ne pas s'autoriser à gagner de l'argent, tout en sentant en appartenance avec cette communauté sur leur envie de contribuer à travers de l'art. Oui, donc on peut aussi aller assainir non seulement la loyauté, l'héritage familial, mais aussi les communautés d'appartenance qui nous entourent. Ça peut aider aussi dans le travail. Oui. Super. Quel petit exercice tu aurais envie de… Tu en as déjà donné plein, je pense que n'hésitez pas à remettre l'émission, il y a des petites… Mais un exercice que tu aimes particulièrement transmettre Je dirais, moi, je crois que le premier exercice, le plus simple, et qui demande un peu de constance, c'est l'observation. C'est le cahier d'observation. Parce qu'on a affaire à l'argent de tellement de manières différentes. Avec nos enfants, on discute dans le couple, au travail, quand on va faire ses achats alimentaires, ses achats d'habits, chaque fois, qu'est-ce que j'achète ou des vacances? Est-ce que je passe des heures à comparer? Est-ce que pour moi, je m'offre des choses bien ou des choses plutôt le meilleur marché? J'achète seulement des actions pour moi parce que je pense que je ne mérite pas autre chose, tu vois? Est-ce que moi, pendant longtemps, je regardais la carte des prix avant de regarder à quoi ça correspondait avec mes peurs, tu vois? Non. Tout ça fait qu'il y a tellement d'endroits où on peut apprendre à s'observer dès qu'il s'agit d'argent. Quand je reçois une facture, quand je fais mes paiements. Donc on note quoi la situation, commencer à noter, commencer à voir ça pour commencer à mettre de la conscience. Moi, j'étais le champion des comparaisons, de passer un temps de dingue à faire des comparaisons pour gagner 3 fois rien encore.
Et à un moment donné, j'ai dit, mais Christian, tu es en train de donner un message, ton temps n'a pas de valeur. L'argent que tu perds, tu pourras le regagner. Le temps que tu perds, tu ne le regagneras jamais. Donc c'était aussi un sacré message de moi à moi, tu vois, de ça. Donc c'est pour ça que plus on apprendra à s'observer, plus on va commencer à comprendre un peu nos fonctionnements. Et dès le moment où j'y mets de la conscience, je peux commencer à changer ou à faire des choix de changement, à me voir en train de fonctionner comme ça, à dire ah non stop, j'ai plus envie de fonctionner comme ça. Je me vois encore regarder la liste des prix aujourd'hui tellement c'était ancré chez moi. Je dis non non non, regarde l'autre côté, regarde ce qui te fait plaisir aujourd'hui, tu vois. Donc pour te dire que ça commence comme ça avant de pouvoir mettre en place d'autres changements. Donc prendre conscience. Ouais, Est-ce que tu connais, Christian, chez les minimalistes, il y a des personnes qui sont intéressées par ce sujet, qui conseillent de représenter notre capital de vie, c'est-à-dire sous forme de petits ronds, les jours en fait qui nous restent dans une vie, s'il nous arrive pas d'accident, et de vraiment avoir conscience que voilà, c'est un capital qu'on donne chaque jour et que ça a de la valeur. T'en penses quoi de ça? Alors, je dirais en tout cas de prendre conscience du précieux de la vie et d'en faire quelque chose, je trouve ça extrêmement important. Après, ça doit se manifester comme ça, puis que je suis en train de voir chaque fois que j'enlève un truc, je pourrais potentiellement dans un esprit de manque et ça pourrait réveiller des peurs aussi, potentiellement. Donc ça dépend encore une fois de quel endroit intérieur je le fais. Mais en tout cas, d'être en lien avec le précieux de la vie, de dire aux gens qui nous sont chers qu'on les aime, ça me paraît tellement important. Je dis, j'ai perdu un frère une fois, mon père l'année passée et tout, et j'aimerais vraiment, je dis, c'est tellement important de ne pas avoir de regrets aussi. Et je trouve qu'en tout cas, j'ai la chance dans une famille où on se dit qu'on s'aime, y compris que nos enfants, je dis, ah, quelle valeur ça, qu'est-ce que c'est précieux d'avoir cet amour qui circule. Donc, vraiment mettre de l'accent là-dessus, quoi. Oui, et comme tu le disais en faisant référence à cette infirmière qui avait écrit les 5 regrets des personnes en fin de vie, c'est aussi de se considérer dans sa finitude. Ça peut aider, ça aussi, de se dire qu'on n'a pas un temps… Alors, oui, mais… Sans mettre l'énergie de manque, bien sûr. Bien sûr, non, au fond, on le sait. Ça amènerait à un autre thème qui est le thème encore le plus tabou de tous, c'est la relation à la mort. Parce que je crois vraiment que beaucoup d'êtres humains sont en mode survie, sans même en rendre compte, et par peur de mourir. Et souvent, on me dit, mais quand on dit, tu as peur de mourir ou pas, je dis, tu sais, au fond, la vraie question, je ne sais pas. Si un jour j'ai une maladie potentiellement mortelle, là, je verrai vraiment où j'en suis. Je peux parler avec ma tête tant que je veux, mais ça ne sera pas une vraie réponse. Comment on peut te suivre, Christian, et tes ateliers, ton actualité? Qu'est-ce que tu as de beau à nous proposer pour les mois à venir? Alors, j'ai un événement annuel qui a lieu à Paris, qui aura lieu le 30 septembre, 1er octobre, qui est vraiment destiné aux entrepreneurs. Là, je serai accompagné d'une douzaine de coachs ressources, parce que chaque année, avec mon épouse, on forme 10 coachs pour devenir spécialistes de la relation à l'argent. Donc, ils vont venir nous accompagner. Il y aura maximum 120 personnes, donc il y aura vraiment une belle dynamique pour, effectivement, encore une fois, voir tous les freins qui nous empêchent de nous déployer, d'offrir le meilleur de nous-mêmes, d'être dans la fluidité avec l'argent. Donc ça, c'est un événement que je fais une fois par année. Autrement, je fais des ateliers dans toutes sortes de pays. Je n'en fais pas énormément, parce que j'essaye aussi de bien utiliser mon temps, mon énergie aussi, parce que j'écris également, je fais d'autres choses. J'ai aussi des formations sur Internet. Et tu te ressources dans la montagne. Voilà, je me ressource beaucoup dans la montagne. J'ai vraiment comme objectif Je suis tellement passionné que je m'oublie parfois et je passe beaucoup plus de temps dans mon activité professionnelle. Je ne peux plus appeler travail d'ailleurs, parce que ce n'est pas un travail, mais que j'ai aussi envie de passer un peu plus de temps aussi à me ressourcer, parce que je sais que c'est bon pour moi et c'est aussi une manière de me montrer de l'amour aussi que de prendre des bons temps pour moi. De la cohérence, c'est ce qu'on disait là encore, et puis de continuer à contribuer comme tu le fais. Mais c'est ça, c'est contribuer parfois, c'est savoir sortir de ce qu'on fait pour y être encore mieux, plutôt que y être à partir du faire, comme je le suis parfois aussi. Mais je me vois faire, donc j'essaie de changer. Anne Guéquière disait quand elle est venue qu'elle aimait se mettre en retrait. Est-ce que c'est un peu ça parfois de cette agitation, de cette excitation aussi qui peut être très positive de ce qu'on aime faire, mais parfois savoir aussi se replier, se retirer? Alors oui, c'est vrai, alors Anne est une amie très chère, c'est vrai qu'Anne est peut-être plus introvertie, moi je suis plus extraverti, moi je peux me recharger beaucoup avec le monde, mais de temps en temps, il y a un moment donné, ça fait trop. Donc moi, c'est vraiment, ça me recharge beaucoup de passer du temps avec du monde et tout aussi, pour autant qu'il y ait des échanges de qualité, comme on passe du temps maintenant et tout, je sais que moi je ressors plein d'énergie, mais à un moment donné, j'ai besoin de ces moments avec moi aussi, et j'apprends, parce que j'ai eu longtemps la difficulté à être seul, aujourd'hui j'apprends à aimer être seul aussi. Aimer être seul et t'aimer toi-même aussi. Absolument. Un beau programme. Merci infiniment, Christian, d'avoir accepté mon invitation dans Danser sa vie. Je vous retrouve bien très vite pour une nouvelle émission. Continuez à nous suivre, à partager vos petits mots. Ça nous fait beaucoup, beaucoup de bonheur. Je suis toujours pleine de gratitude quand je vous lis. Et merci beaucoup à Mo, à la technique. Merci à toi, Marc, pour ta confiance. Et à très bientôt dans ABC Talk.